Salut tout le monde. Alors, on continue ici à corriger l'épreuve de maths du concours d'accès à l'ENSA, année 2024. Alors, ce sera la dernière partie, d'accord, la troisième et dernière partie. Alors, je commence par reprendre la question numéro 11. Alors, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur lorsque je pensais que 5 moins exponentielle pi sur 2 était strictement négatif en confondant pi sur 2 et pi. Je pensais que pi sur 2 était supérieur strictement à 3. D'accord? Donc, j'ai supprimé la vidéo dans laquelle j'avais publié cette correction. Donc, je m'excuse. Alors, donc, ici, je pense que il faut calculer directement cette intégrale. On va procéder par une double intégration par partie. Alors, c'est classique. J'ai voulu raccourcir le chemin, mais malheureusement, je me suis trompé. Voilà, donc on va poser u égale sinus x et v' égale exponentielle x, donc dérivée de sinus et cosinus et une primitive de exponentielle x et exponentielle x. Donc notre intégrale, donc ça va être égal crochet moins l'intégrale 0 pi sur 2, alors cosinus x exponentielle x dx. Alors le crochet, donc sinus de pi sur 2, donc c'est 1, donc exponentielle pi sur 2. Donc ça vous donne dans un premier temps exponentielle pi sur 2, puis après sinus 0 c'est 0, donc ça vous reste exponentielle pi sur 2. Moins notre intégrale, nouvelle intégrale, 0 pi sur 2, cosinus x exponentielle x dx. Alors cette nouvelle intégrale, on va aussi la calculer. Par intégration par partie, alors en posant u égale cosinus x et v' égale exponentielle x. Donc dérivée de cosinus, donc c'est moins sinus, donc prime égale moins sinus x, puis une primitive de exponentielle x et exponentielle x. Donc notre nouvelle intégrale, donc ça va être égal crochet, donc ça sera exponentielle x cosinus x de 0 à pi sur 2. Donc ce crochet va être égal à cosinus pi sur 2 c'est 0, d'accord, donc nous aurons 0. Puis après exponentielle 0 fois cosinus 0 c'est 1, donc on va avoir 0 moins 1, donc c'est moins 1, plus une nouvelle intégrale, mais cette nouvelle intégrale c'est l'intégrale de départ, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Sinus x exponentielle x dx. Alors j'ai mis plus parce que nous avons moins, donc ça vous donne plus. Voilà. Alors donc cette intégrale qui est moins 1 plus 0 pi sur 2 sinus x dx. Donc je la rapporte dans l'égalité de tout à l'heure, d'accord. Je remplace 0 pi sur 2 cosinus x exponentielle x dx dans l'expression de notre intégrale par moins 1 plus 0 pi sur 2 sinus x exponentielle x dx. Donc ça me donne exponentielle pi sur 2 moins 1, donc ça fait plus 1, puis après moins 0, l'intégrale 0 pi sur 2 sinus x exponentielle x dx. Donc je fais passer cette intégrale de l'autre côté avec notre intégrale de départ. Donc ça vous fait 2 intégrale 0 pi sur 2 sinus x x dx. Donc c'est égal à exponentielle pi sur 2 plus 1. Donc notre intégrale c'est égal à exponentielle pi sur 2 plus 1 sur 2. Donc on va cocher la proposition B. Bon, on passe maintenant à la question 12 où on vous propose une suite IN, IN10 N. Alors, le terme général de N, c'est l'intégrale de 0 à 1 dt sur 1 plus Tn au carré.
d'accord, on vous propose 4 limites pour cette suite. Alors, donc pour trancher entre les 4 valeurs, hein, alors on va procéder par la technique d'élimination, hein, en encadrant IN pour tout n de n étoiles. Alors pour tout réel t de l'intervalle fermé 0, 1, donc nous avons t puissance n, elle est compris entre 0 et t. Donc j'ajoute à chaque membre de cette double inégalité 1, d'accord, et après j'élève chaque membre au carré, hein, et puis après j'inverse chaque membre, donc ça me donne 1 sur 1 plus tn au carré, donc compris entre 1 plus t au carré et 1. Et puisque 0 est inférieur ou égal à 1, donc l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré dt inférieur ou égal à l'intégrale de 1 sur 1 plus tn au carré dt, hein, qui n'est autre que in, inférieur ou égal à 1 moins 0 hein, fois 1, hein, c'est-à-dire 1. Donc in, il est compris entre l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt et 1. Et l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus t au carré dt, facile à calculer, hein, parce qu'une primitive de 1 sur 1 plus t au carré sur l'intervalle 0 à 1, donc c'est moins 1 sur 1 plus t, donc le crochet, hein, et après on trouve 1 demi. Donc notre suite elle est bornée, hein, entre 1 demi et 1, et si elle admet une limite, cette limite est réelle et elle est comprise entre 1 demi et 1. Donc il faut cocher D. Ensuite, dans la question numéro 13, alors ici, il y a une petite erreur de frappe que j'ai rectifiée, hein. On a omis, hein, le mot positif, hein. Alors, parce que lorsqu'on regarde les propositions, hein, d'accord, donc aucune proposition ne marche, d'accord, parce que le nombre des diviseurs de factoriel 10, hein, alors c'est pas 270, hein, c'est 2 fois 270. Donc on comprend qu'il s'agit des diviseurs positifs de factoriel 10. Bon, ceci étant, donc on va donc chercher le nombre des diviseurs positifs de factoriel 10. Alors pour ce faire, on va décomposer, hein, factoriel 10 en produit de facteurs premiers. Alors on commence d'abord par écrire factoriel 10, hein, sous forme d'un produit. Par définition, hein, c'est 2 fois 3 fois 4 jusqu'à 10. Bon, après, donc, vous avez 2. Ensuite, vous avez 4, c'est 2 au carré. Vous avez un 2 dans 6. Et vous avez 8, c'est 2 puissance 3. Et vous avez un 2 dans 10. Donc, au total, vous avez 8 facteurs de 2. Donc, ça sera 2 puissance 8. Après, je compte les facteurs 3. Hein. Alors, vous avez 3. Après, vous avez un 3 dans 6. Hein. 6, c'est 2 fois 3. Après, vous avez 2 facteurs de 3 dans 9. Hein, parce que 9, c'est 3 au carré. Donc, au total, donc, vous avez 4 facteurs de 3. Après, vous avez 2 facteurs de 5. Hein. Il y a 5 hein, tout seul. Et puis, il y a 10, hein, c'est 2 fois 5, donc il y a un autre facteur de 5, donc au total vous avez 2 facteurs de 5, donc c'est fois 5 au carré, et il y a un seul facteur, 7, d'accord, 7 puissance 1. Donc il ne reste plus qu'à appliquer la formule, donc le nombre des diviseurs positifs, hein, je dis bien positifs, de factoriel 10, donc c'est 8 plus 1, d'accord, facteur de 4 plus 1, facteur de 2 plus 1, facteur de 1 plus 1. Donc, puisque la calculatrice n'est pas autorisée, hein, je peux faire un peu d'économie. Alors, sans faire de calcul, alors j'aperçois que ce nombre-là, c'est un multiple de 9. Hein, 8 plus 1, c'est 9. Et c'est aussi un multiple de 2, hein, parce que vous avez 1 plus 1, c'est 2. Hein, d'accord.
Donc, on cherche parmi les valeurs proposées. Il y a un seul, heureusement, qui est multiple à la fois de 9 et de 2. Donc, on coche C. Bon, dans la question suivante, alors, si vous remarquez que 121, c'est 11 au carré, bien sûr, 11, vous savez que c'est un nombre qui est premier, hein, positif, hein. Donc, avec 121 égale 11 au carré et le petit théorème de Fermat, c'est terminé. En effet, alors, 121, c'est 11 au carré et 123, donc c'est 11 au carré plus 2, hein. Donc, vous écrivez 2 puissance 123 plus 3 à la puissance 121 sous la forme indiquée sur votre écran. Alors, maintenant, je passe aux conclusions. Alors, d'après le petit théorème de Fermat, donc, je l'applique deux fois, hein, pour 2 puissance 11 à la puissance 11. Donc, 2 puissance 11, elle est congrue à 2 modulo 11. Après, vous avez 2 puissance 11, donc ça sera encore congrué à 2 modulo 11. Donc, 2 puissance 11 à la puissance 11, donc ça sera congrué à 2 modulo 11. Bon, 2 puissance 2, je la garde, donc fois 4. Puis, plus, la même chose, hein, pour 3 puissance 11 à la puissance 11. Hein. Alors, on applique deux fois le petit théorème de Fermat pour avoir 3 à la puissance 11 à la puissance 11 est congru tout simplement à 3 modulo 11. Donc, au final, ça vous fait 2 à la puissance 123 plus 3 à la puissance 121 congru à 2 fois 4 plus 3 modulo 11. 2 fois 4, c'est 8, plus 3, c'est 11. Et 11, il est congru à 0 modulo 11. Donc, ça vous fait 2 puissance 123 plus 3 à la puissance 121, il est congru à 0 modulo 11. Et comme 0, il est compris au sens large entre 0 et strictement, hein, il est inférieur strictement à 11. Donc 0, c'est le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 123 plus 3 à la puissance 121 par 11. Donc il faut cocher A. Je rappelle que cette année, la notion de système de numération n'est pas au programme 1 des classes terminales sciences maths. Donc, le critère de divisibilité par 11, qui est normalement abordé dans cette leçon de système de numération, n'est pas au programme. Bien, on passe maintenant à la question 15 sur les nombres complexes. Voilà, donc... Bon, alors ici, nous avons une équation de second degré, donc dans C, hein, d'inconnu Z, d'accord? Alors attention, I, c'est pas une inconnue, hein, d'accord? Et ce n'est pas non plus une variable. Z aussi, hein, n'est pas une variable. Donc I, c'est une constante, d'accord? Donc dans cette équation, il y a une seule inconnue. Hein. Donc, lorsqu'on dit résoudre dans C l'équation d'inconnu, alors il ne faut pas mettre S dans inconnu. Il faut mettre, parce que si vous mettez S, ça veut dire au moins il y a deux inconnus. Et les élèves vont être embarrassés par cette écriture-là, parce qu'ils vont penser que I est aussi une inconnue de cette équation, alors qu'il n'en est rien. Hein. D'accord? Donc, il y a une seule inconnue. Et je rappelle, dans le programme du lycée marocain, on ne dit pas variable, d'accord? Donc, on dit inconnu. Hein. Là aussi, je crois, il y avait une petite erreur de frappe, donc je l'ai rectifié. Hein. Bon, ici, je reviens à l'équation, donc je commence par... si vous voulez, hein, me débarrasser du coefficient de z carré i, hein, en multipliant par moins i, hein, chacun des deux membres de l'équation. Alors comme ça me donne z carré moins 2i plus 3z plus 5 plus 5i égale 0. Maintenant, je cherche delta. Alors delta, donc, facile à calculer. Hein, vous l'écrivez sous... sa forme algébrique, hein, c'est moins 15 plus 8i. Et maintenant, pour mettre en évidence un carré, hein, c'est-à-dire pour trouver une racine carrée de delta,
Alors, je vous conseille de ne pas vous précipiter, hein, d'aller à la méthode générale pour trouver une racine carrée de moins 15 plus 8i. Alors, on peut essayer de voir si on ne peut pas écrire moins 15 plus 8i sous la forme d'un carré en utilisant une unité remarquable. Alors, je vous montre comment faire. Donc, vous prenez le coefficient de i qui est 8, hein, vous le divisez par 2, hein, d'accord? Donc, c'est 4, d'accord? Donc, ne vous préoccupez pas du signe, hein. Si c'était moins 8, vous prenez 8. Hein. Alors, 8, vous le divisez par 2, donc c'est 4. Après, vous regardez les produits qui vous donnent 4. Bon, il y a 2 fois 2, il y a 1 fois 4. Bon, après, vous regardez, hein, pour ces produits. Alors, dans quel cas vous avez la différence des carrés vous donne 15, hein, parce que vous avez ici moins 15, hein. Bon, peu importe le signe, hein, vous avez 15. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez, bien sûr, pour 2, non, hein, et pour 1 et 4, oui, hein, parce que 4 au carré, ça fait 16, 1 au carré, ça fait 1, donc vous avez 15. Donc, c'est bon. Hein? D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous avez 1 et 4. Alors, puisque vous avez moins 15, alors donc c'est le plus grand des deux nombres, 1 et 4, qui va être avec i. D'accord? Voilà. Donc, on aura 4i. Et puis, l'autre, ça va être la partie réelle, 1. Alors, maintenant, il reste à voir est-ce que les deux nombres, ça sera positif ou négatif, etc. Alors, lorsque vous avez le coefficient de i qui est 8, qui est positif, alors vous prenez les deux positifs. Lorsque le coefficient de i est négatif, alors vous prenez l'un positif, l'autre négatif. Hein, d'accord? Donc ici, je prends, puisque 8 est positif, donc je prends les deux positifs, donc 1 et 4. Donc, comme ça me donne 1 plus 4i au carré. Et puis, vous continuez, donc, sans problème. Donc, vous trouvez Z1 égale 1 moins i et Z2 égale 2 plus 3i. Et il ne reste plus qu'à calculer le module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré pour trouver la bonne réponse qui est 15. Donc, il faut cocher la proposition B. Enfin, je mets en garde quelques élèves qui ne se sont pas encore habitués avec les nombres complexes. Alors, je rappelle que lorsque j'écris racine carrée de delta, alors cela sous-entend que delta appartient à R+. L'écriture racine de delta n'a aucun sens si delta n'est pas un nombre réel positif. D'accord? Donc, par exemple, nous avons 1 plus i au carré égale 2i. On dit que 1 plus i est une racine carrée de 2i. Mais on n'écrit pas racine, enfin, on n'utilise pas d'écriture radicale. On n'écrit pas racine de 2i égale 1 plus i. Donc, il faut bien faire attention. Donc, vous risquez d'avoir des sanctions en écrivant racine carrée d'un nombre complexe qui n'est pas un nombre réel positif. Pour la question 16, donc c'est du calcul. Donc on calcule 1 plus i à la puissance 4, donc c'est 1 plus i au carré. 1 plus i au carré, c'est 2i. Et 2i au carré, c'est 2 au carré fois i au carré, c'est-à-dire 4 fois i au carré, c'est moins 1, donc c'est moins 4. Alors, la même chose, moins i plus 1 au carré, donc c'est moins i plus 1 au carré, c'est moins 2i. Alors, après, au carré, moins 2i au carré, donc ça vous fait, c'est 2i au carré, parce que vous avez la puissance paire, d'accord? Donc 2i au carré, nous l'avons déjà calculé tout à l'heure, c'est égal à moins 4. Donc vous avez moins 4, moins 4. Bon, c'est pas la peine de le calculer, c'est un réel strictement négatif, fois 1/2, c'est toujours un réel strictement négatif. Donc un réel strictement négatif, alors il y a pour argument pi, d'accord? Donc l'un de ces arguments c'est pi, donc il faut cocher D. Ensuite, ici, vous avez une question de géométrie plane. C'est une question au niveau premier bac. Alors, l'année dernière, vous avez vu comment calculer dans un plan la distance
d'un point à une droite. Lorsque vous êtes dans un plan rapporté à un repère orthonormé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, par exemple, il suffit de connaître une équation cartésienne de cette droite, d'accord? Et après, vous utilisez la formule valeur absolue sur racine carrée, etc. Bien, alors donc, la droite BC a pour vecteur directeur le vecteur BC. Donc, ces coordonnées sont facilement calculables. Donc, on trouve 1, 6, d'accord? Je rappelle que si ax plus by plus c égale 0 est une équation cartésienne d'une droite dans le plan, alors le vecteur moins B1, le vecteur de coordonnées moins B1, est un vecteur directeur de cette droite. Donc, puisque le vecteur BC, 1, 6, est un vecteur directeur de la droite BC, donc une équation cartésienne de cette droite va s'écrire 6x plus moins y plus c égale 0. D'accord? Donc, c'est-à-dire 6x moins y plus c égale 0. Alors, donc, pour trouver la valeur du réel c, de la constante c, il suffit de, par exemple, d'exprimer que cette droite passe par le point B. Donc on remplace x et y par les coordonnées respectives de B. Donc c'est-à-dire on remplace x par 3 et y par 1. Donc vous aurez 18 moins 1, c'est-à-dire 17 puis c égale 0. Donc c égale moins 17. Donc une équation cartésienne de la droite BC, ça sera 6x moins y moins 17 égale 0. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la valeur absolue, d'accord? C'est la valeur absolue de 6x. X indice A moins Y indice A moins 17, d'accord? Alors XA c'est 2, donc ça sera 6 fois 2 c'est 12, moins YA moins 6, donc 12 moins 6 ça fait 6, puis moins 17 ça fait moins 11, donc valeur absolue de moins 11 c'est 11. Bon, après, vous avez cette distance, ça sera 11 sur une racine carrée. Pas la peine de chercher cette racine carrée puisqu'elle est la même dans les 4 propositions. D'accord? Donc, on va chercher où il y a 11 dans le numérateur. Donc, il faut cocher C. Ensuite, question 18. Donc, c'est une question de géométrie dans l'espace. Alors, donc, on vous demande de choisir parmi 4 équations. Alors, la bonne équation du plan tangent à la sphère S au point. Bon, puisqu'on vous dit que le segment AB, A et B étant 2 points de la sphère S, le segment AB passe par le centre de la sphère S. Alors, ça veut dire que c'est le centre de la sphère, si je le note oméga, ce sera le milieu du segment AB. D'accord? Donc, les coordonnées du centre de la sphère, donc ce sera 1 plus 3, 4 sur 2, c'est 2, puis moins 1 plus 5, c'est 4 sur 2, c'est 2, puis 2 plus 4, c'est 6 sur 2, c'est 3. Donc, les coordonnées d'oméga, centre de la sphère, c'est 2, 2, 3. Et le vecteur oméga c, ce sera un vecteur normal au plan tangent à la sphère S au point C. Alors le vecteur oméga c a pour coordonnées, donc puisque c a pour coordonnées 1, 5, 4, donc on trouve facilement les coordonnées de oméga c qui sont moins 1, 3 et 1. Et on sait qu'un plan qui admet pour vecteur normal le vecteur de coordonnées moins 1, 3, 1, alors il aura une équation cartésienne de la forme moins 1 fois x plus 3 fois y plus 1 fois z plus petit d égale 0 avec d un nombre réel. Autrement dit, moins x plus 3y plus z plus d égale 0. Donc, en examinant les 4 propositions, donc c'est C qui marche. Ensuite, on arrive à la question 19. C'est une question de probabilité.
Alors, on vous dit que le site numéro 1 fabrique 2 fois plus de capteurs que le site numéro 2. D'accord? Donc, par exemple, si le site numéro 2 fabrique 10 capteurs, hein, d'accord? Donc, le site numéro 1 va fabriquer 20 capteurs. Donc, pour 30 capteurs, donc il y a 10 capteurs fabriqués par le site numéro 2 et 20 capteurs fabriqués par le site numéro 1. Donc, la probabilité pour qu'un capteur provienne du site numéro 1, donc ça sera 20 sur 30, c'est-à-dire 2 tiers. Et la probabilité pour qu'un capteur provienne du site numéro 2, ce sera 1 tiers. Puis, on vous dit que le pourcentage des capteurs défectueux provenant du site numéro 1 est 3%. Autrement dit, hein, la probabilité pour qu'un capteur provenant de S1, bon, S1 c'est le site numéro 1, alors soit défectueux et est égal à 3 sur 100, d'accord, 3%, 3 sur 100. Ensuite, on vous dit pareil que le pourcentage des capteurs provenant du site numéro 2, c'est 4%. Autrement dit, la probabilité pour qu'un capteur provenant du site numéro 2 soit défectueux est égale à 4 sur 100. Hein, 4%, 4 sur 100. Donc, j'ai schématisé cette situation-là à l'aide d'un arbre. D'accord? Comme ça va me faciliter la tâche pour calculer la probabilité dans la question 19 et la probabilité dans la question 20. Donc, lorsque je choisis au hasard un capteur, alors j'appelle S1, et S2 et D les événements suivants. Alors, S1, le capteur provient du site numéro 1. S2, hein, le capteur provient du site numéro 2. Et D, hein, le capteur est défectueux. Alors, dans la question numéro 19, hein, alors il s'agit de calculer la probabilité de S1 inter D. Parce que l'événement S1 inter D, c'est justement le capteur provient de S1 et défectueux. Or, P de S1 inter D, donc c'est égal à P de S1, c'est-à-dire c'est 2 sur 3. Alors, multiplié par P de D sachant S1, c'est-à-dire 3 sur 100. Donc, on calcule, donc on trouve facilement, c'est 0,02, donc il faut cocher B. Enfin, on arrive à la toute dernière question, question numéro 20, où on vous demande de calculer la probabilité pour que le capteur provienne du site numéro 1, sachant qu'il est défectueux. Donc, il s'agit de calculer P de S1, sachant D. Autrement dit, P de S1 inter D sur P de D. Alors, P de S1 inter D, on l'a déjà calculé, c'est 2 sur 100. Et P de D, donc, puisque S1 et S2 constituent une partition de l'univers associé à cette expérience, donc P de D, ça sera P de S1 inter D plus P de S2 inter D. Alors, P de S1 inter D, donc, c'est encore déjà calculé, c'est 2 sur 100. Et P de S2 inter D, donc, ça sera la probabilité de S2, c'est-à-dire 1 tiers, multiplié par P de D sachant S2, c'est-à-dire 4 sur 100. Donc, ça sera 2 sur 100 sur 2 sur 100 plus 1 tiers fois 4 sur 100. Donc, un petit calcul élémentaire, d'accord, avec des simplifications, on simplifie par 100, etc. Donc, on trouve, c'est égal à
à 6 sur 10, hein, c'est-à-dire 0,6. Donc, il faut cocher C. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.